parce que les philosophes, sociologues évoquaient sa vie, son œuvre, sa biographie, me demanderaient au moins une heure de plus. Donc je me borderai au titre de directeur de recherche émérite au Centre de recherche scientifique de CNRS. Vous êtes au docteur honoris causa de plus de 14 universités et vous allez nous emmener sur un itinéraire que vous avez tracé pour nous, le progrès de la foi à l'incertitude et de l'incertitude à l'espérance. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir M. Diamant. Alors, le progrès d'abord a été une certitude rationnelle, ou a été conçue comme telle, et disons comme le produit du développement devant être ininterrompu des Lumières. C'est effectivement dans le sillage des Lumières de la fin du XVIIIe siècle que Condorcet, du reste à l'article de la mort, puisqu'il va être guillotiné, lui formule cette idée que le progrès est devenu une loi irrésistible de l'histoire et que, au fond, il y aura sans doute des perturbations, des incidents, mais que dans le fond, la partie était liée. Du reste, pour lui, l'histoire montrait une ascension continue justement jusqu'aux Lumières et que les Lumières elles-mêmes allaient guider l'humanité. Et cette idée que les Lumières allaient guider l'humanité, c'est-à-dire allaient être des instruments du progrès, demeure fondamentale encore au début de la Troisième République, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et on peut dire que les instituteurs, porteurs de la laïcité, les instituteurs de campagne, face au curé, enseignent que la raison, la démocratie, le progrès s'entre-génèrent l'un l'autre. C'est-à-dire que plus il y a de démocratie, plus il y a de rationalité, plus il y a de progrès, etc. Et dans le fond, cette idée s'opposant aux idées rétrogrades, réactionnaires, monarchiques, etc. Et disons, ceci donc a été très fort pour animer ce qu'on appelle le parti de la gauche, le peuple de gauche, qui a été très important dans l'histoire de France, qui fut quasi majoritaire et qui aujourd'hui, évidemment, est en voie de dépérition. Mais cette idée a guidé un peu, en quelque sorte, le Parti républicain, pour simplifier. Et puis, il faut dire que la Première Guerre mondiale a semblé tout bouleverser, mais on oublie que dans cette Première Guerre mondiale, les massacres, les morts, les hécatombes proviennent des progrès techniques et dans les armements, et y compris des progrès scientifiques. Et parce que surgit à la fin de cette guerre quelque chose de messianique à nouveau. D'ailleurs, on dit, les soldats, après la victoire en France, c'est la der des der. C'est plus possible qu'il y ait une autre guerre. C'était comme si, disons, le dernier sursaut apocalyptique avant que s'ouvre une époque de progrès. Et on peut dire que le communisme peut-être apporté en lui, le communisme qui a été une religion de salut terrestre sous le couvert d'une pensée tout à fait scientifique et rationnelle, qui a apporté un espoir infini, à la différence des religions qui promettent le salut au ciel, ils le promettent en terre. Le communisme semblait justement le porteur irrésistible du progrès à travers les révolutions de l'Union soviétique et, bien entendu, était occulté au sein de cette croyance, était occulté le fait que la réalité soviétique, maoïste, ne correspondait nullement à l'idéologie proclamée même
était en quelque sorte le contraire. Et ce fut un effondrement extraordinaire, que l'effondrement qui du reste psychologique, qui a commencé avant même l'implosion de l'Union soviétique, perdu cette fois. Mais il faut dire que dans le monde occidental, avec ce développement économique qui traverse l'Europe à partir des années 1950, avec le développement de ce qu'on peut appeler l'Union européenne, mais surtout ce développement économique, alors l'idée s'impose que le progrès est non pas tellement le produit des idées, des lumières, mais c'est le produit naturel du développement technique, scientifique et économique. Ce développement va apporter non seulement le bien-être, mais les sociétés les moins mauvaises, c'est-à-dire les moins inégales, les moins injustes, avec la prospérité et la liberté. Donc, si vous voulez, l'idée de progrès apparaît comme une nécessité, comme une inévitabilité historique, mais cette fois, c'est l'idée de développement. Et cette idée de développement, elle est exportée ailleurs, dans les pays qui étaient colonisés, dans les pays qu'on appelait arriérés, qui faisaient partie du tiers-monde, et on leur dit, si vous suivez le développement, si vous êtes le développement économique, eh bien le développement économique et technique, c'est la locomotive qui va apporter derrière elle le progrès humain, le progrès social, la démocratie, etc. Et on est donc dans une époque de nouvelle jeunesse de l'idée du progrès. Mais arrive en quelque sorte la crise du progrès. Alors on peut dire que cette crise peut-être n'est pas nouvelle, puisque le grand sociologue que fut George Friedman avait écrit peu avant la guerre un livre qui s'appelait La crise du progrès. C'était quoi? C'était pour montrer qu'à l'époque il était marxiste et très confiant en l'Union soviétique, mais pour dire que la bourgeoisie commençait à douter du progrès, c'est-à-dire il y avait les philosophies rationalistes, les philosophies existentielles, il y avait Spengler, il y avait tout ça. Il y avait donc, si vous voulez, la bourgeoisie, classe déclinante, ne croyait plus au progrès, mais la classe ouvrière, elle, portait fièrement le drapeau du progrès, et ça. Bon, cette crise du progrès, après, George Friedman, quelques années ou quelques dizaines d'années plus tard, il comprenait que ce n'était pas seulement une crise de la bourgeoisie, mais une crise généralisée. Et dans les éléments de cette crise qui apparaissent lentement, parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont se conjuguer, bon, premièrement, il y a la conscience que la science n'est pas seulement une force bénéfique de l'histoire humaine, mais peut apporter, par ses progrès, notamment son élucidation, son contrôle de l'énergie nucléaire, à apporter Hiroshima, Nagasaki. Et du reste, c'est quasi le seul en France, Albert Camus, qui a vu dans cet événement quelque chose de monstrueusement humain, alors qu'on essayait de se détourner de ceci. Mais nous voyons de plus en plus, au cours des décennies qui ont suivi, prennent de plus en plus conscience des caractères ambivalents de la science, et qu'elle-même, la science qui est incontrôlée, ce qui est du reste qui lui permet son développement libre, mais aujourd'hui, ce caractère incontrôlé éthiquement et politiquement permet tout type de manipulation génétique, cérébrale, etc. Et en quelque sorte, on peut penser que la science n'est pas productrice automatique de progrès humain. Et puis, on a découvert les maladies de la raison. On a cru que la raison, c'était simplement un système logique qui s'applique sur la réalité et d'une façon tout à fait cohérente et tout à fait pertinente.
et que dans le fond, ça fonctionnait très bien. Mais on a découvert la rationalisation de plusieurs côtés. D'abord du côté de Freud, de la psychanalyse, c'est-à-dire un esprit qui rationalise, c'est un esprit un peu malade, qui fait une construction logique à partir d'un événement qui lui-même n'a aucune signification. Par exemple, quelqu'un qui est obsédé par la persécution, il rencontre quelqu'un dans la rue qui le dévisage, il imagine tout de suite que ce type est un agent secret et au service de je ne sais quelle puissance. Bref, nous faisons des constructions très rationnelles, très logiques, à partir d'événements peu significatifs ou complètement isolés. Et la rationalisation, malheureusement, est une chose extrêmement commune. Même dans les milieux scientifiques, on continue à garder une théorie qui était très rationnelle, bien qu'elle soit dépassée, parce que les tenants de cette théorie ne sont pas très mécontents de devoir l'abandonner. Et puis, il y a ce que Adorno et Horkheimer ont appelé la raison instrumentale. Évidemment, pour Auschwitz, c'était un merveilleux exemple. La raison instrumentale, c'est dans le fond tout l'art de la raison, tous les processus de la raison appliqués pour l'extermination humaine, pour le génocide. Et vous savez que dans le système d'Auschwitz, beaucoup plus rationnel que le système du goulag soviétique, on récupérait les cheveux des morts, on faisait du savon avec leur graisse, enfin, il y avait un système tout à fait rationnel, et puis il y avait des industries qui s'occupaient de la récupération, du recyclage des massacrés. Donc, si vous voulez, on se rend compte qu'on peut utiliser les instruments les plus rationnels pour les fins les plus démentielles. Et puis, nous sommes arrivés à un point où déjà beaucoup l'avaient dit, mais enfin, ils s'étaient désisolés. On se rend de plus en plus compte que la technique ne fait pas seulement qu'à asservir les énergies naturelles au plus grand bénéfice des humains. On se rend compte que la technique sert aussi à asservir les humains, comme par exemple les ouvriers spécialisés sur machines, dont vous avez l'exemple dans le merveilleux film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, et dont nous avons aujourd'hui de plus en plus d'exemples avec tous les systèmes de techniques de management et autres qui aujourd'hui dans les bureaux, dans les offices, dans les ateliers, dans les disons, en servent des malheureux travailleurs sous ce qu'on appelle une rationalisation. Et on a découvert aussi, il y a longtemps, c'est dans les années 30, les enquêtes à Hawthorne aux États-Unis, que spécialiser sur une seule tâche un travailleur était finalement beaucoup moins rentable que s'il avait un travail plus élargi. Et ils ont prôné le job enlargement. Et pourquoi? Parce que le travail sur une seule tâche faisait que le travailleur avait beaucoup plus d'accidents du travail, beaucoup plus de maladies professionnelles, beaucoup plus en quelque sorte de perturbations. Et dans le fond, tout le problème du travail, c'est qu'on continue encore aujourd'hui à appliquer ce type de rationalisation au lieu de faire appel aux initiatives, aux communications, etc., de ceux qui travaillent. Et puis, bon, on pensait aussi que cette civilisation occidentale, qui apportait pour une partie grandissante de la population du bien-être matériel, les frigidaires, les machines à laver, les télévisions, les voitures, les vacances, etc., que ce bien-être matériel à lui-même correspondait à un mieux-être psychique et moral. Et il fut très surprenant de voir que dans les années 60, la jeunesse la plus riche du monde, ceux dont la famille, les parents avaient 3 télévisions, 3 voitures, etc., fuyaient ce bien-être matériel pour essayer de trouver dans des communautés de jeunes, retrouver, disons, l'esprit, quelque chose qui leur donne une communion, qui
qui leur donne un rapport dans un nous authentique et qui leur permet, en quelque sorte, d'insérer leur autonomie dans le collectif. Et donc, on s'est rendu compte que notre civilisation, au lieu de permettre donc cette réalisation humaine, qui est qu'en même temps que nous développons les côtés positifs de l'individualisme, c'est-à-dire la responsabilité et l'autonomie, en même temps, nous développons un égoïsme et l'égocentrisme, et en même temps, dans notre civilisation, il y a la dégradation générale des solidarités, et on peut dire qu'il n'y a pas de progrès moral quand aujourd'hui quelqu'un tombe dans la rue et que tout le monde passe sans le regarder, que ce qui se passait il y a 50 ans, quand il y a quelqu'un tombé dans la rue, il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper de lui et essayer de voir ce qu'il pouvait faire. Donc, si vous voulez, on se rend compte là aussi qu'il y a ce qu'on peut appeler aujourd'hui la crise de civilisation. Et du reste, il y a une absence de quelque chose qui nous concerne dans notre être même. La preuve c'est que de plus en plus, on va chercher le psychanalyste, les différents types de psy, les yogistes, les bouddhistes zen, tous ceux qui peuvent nous aider à avoir un rapport meilleur avec nous-mêmes, à avoir un rapport meilleur avec notre esprit. On appelle ça spiritualité, mais c'est dans le fond, on cherche le bien-être moral, ce bien-être moral que l'on ne trouve pas, que ne produit pas notre civilisation. Alors voici encore un élément de crise du progrès. Et quant à la mondialisation qui nous emporte maintenant, eh bien, certainement, elle aussi, elle est extrêmement ambivalente. Elle fait accéder des couches nouvelles aux normes de disons, des classes moyennes occidentales, aussi bien en Chine, au Brésil d'ailleurs, mais en même temps, ces couches nouvelles ont les mêmes intoxications consommationnistes et autres de nos couches moyennes occidentales, et une grande partie de la population passe de la pauvreté à la misère, ce dont témoigne la multiplication des bidonvilles autour des grandes métropoles d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Donc, non seulement cette mondialisation est ambivalente, ne signe absolument pas un triomphe du progrès sur la régression, mais en même temps, elle est régressive et progressive, et surtout, ça marche incontrôlé, parce que la science n'est pas contrôlée, la technique n'est pas contrôlée, l'économie n'est pas contrôlée, la pensée est incapable de contrôler parce qu'elle est réduite au découpage disciplinaire et qu'on en manque d'une pensée capable de penser la complexité, c'est-à-dire les problèmes fondamentaux et globaux. Dans cette crise générale, eh bien, et où en même temps on détruit la biosphère, où ce processus provoque la multiplication des fanatismes, parce que d'aller dans des angoisses qui créent des fanatismes, les retours aux religions les plus archaïques, ou plutôt les plus fanatiques, plutôt aux caractères les plus fanatiques des religions. Tout ce climat qui s'aggrave de plus en plus partout, y compris bien entendu en Europe, tout ceci semble conduire la planète à la catastrophe s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, qui change un peu, en quelque sorte, la voie. Alors que, disons, auparavant, le futur était éclairé, était balisé par le progrès, qu'il soit sous une forme des Lumières ou sous la forme techno-scientifico-économique, aujourd'hui, tout ceci explose en miettes, car le futur est obscur, le futur est incertain, le futur est malade. Et alors, à ce moment-là, dans cette histoire, nous comprenons aussi qu'aucun progrès n'est irréversible. Nous avons acquis une démocratie sous la Troisième République. Il a suffi d'une déroute de l'armée française pour que surgisse Vichy. N'oublions pas que l'Europe a été le théâtre du franquisme, du nazisme, du fascisme, et de toutes sortes de systèmes autoritaires, semi-totalitaires ou totalitaires. Donc, si vous voulez, il n'y a rien d'irréversible. Par exemple, la torture avait cessé en Europe au XIXe siècle. Elle continuait dans les pays colonisés, bien sûr. Elle avait cessé en Europe. La torture a repris dans tous les pays européens au cours du XXe siècle et en France à travers la guerre d'Algérie. Donc,
Voilà cette situation. Mais cela étant dit, le progrès n'est pas irréversible, le progrès n'est pas certain, le progrès n'est pas offert, mais le progrès est possible. Mais quel progrès? Bien entendu, ce qu'on peut appeler d'un mot vague de progrès humain, c'est-à-dire un progrès qui concerne pas seulement nos conforts, nos techniques, etc., mais qui concerne notre intelligence, l'épanouissement de notre esprit, de notre ouverture au monde, qui nous permettent exactement, qui nous permettront de vivre mieux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en Amérique latine, 2 États ont pris comme devise le point de vivre, le bien vivre. Le progrès est quelque chose qui aujourd'hui devient possible, à condition que l'on comprenne qu'il n'est pas téléguidé par des lumières, qu'il n'est pas téléguidé par l'économie, par la technique, à condition que c'est à travers la prise de conscience, à travers la conscience notamment, qu'il faut changer de voie pour la planète et pour l'humanité, et dans la conscience de rechercher l'autre voie salvatrice. C'est là que le progrès est possible et c'est là que nous passons de la foi à l'espérance. Bonjour Monsieur Morin, une question courte. George Steiner disait, je crois, dans les années 90 que nous vivions un accéléramento de l'histoire, et faisait un parallèle rapide entre la charge des grenières et la bombe atomique. Donc j'ai envie de vous poser cette question, pensez-vous que cet accéléramento est réel? Et si tel est le cas, avons-nous les capacités à comprendre cette évolution rapide? C'est une question très juste, parce que déjà, de toute façon, la conscience est toujours en retard sur l'événement. C'est-à-dire prendre conscience de ce que signifie un événement nouveau nous met beaucoup de temps, que ce soit l'attaque des 2 tours de New York ou n'importe quel événement nouveau. Et c'est pour ça que la phrase fameuse de Hegel disant « L'oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule », ça veut dire que c'est toujours très tard que la raison et la conscience arrivent. Et il y a le philosophe espagnol Ortega y Gasset qui a dit « No sabemos lo que pasa, eso es lo que pasa ». Nous ne savons pas ce qui se passe et justement c'est ce qui se passe. Donc si vous voulez, ce problème du retard de la conscience est encore plus grave dans les conditions d'aujourd'hui parce que nous n'avons pas été formés par notre système scolaire qui nous aide à saisir, à traiter la complexité. Donc nous ne pouvons traiter que la réalité par petits bouts séparés. Et deuxièmement, il y a justement l'accélération. Et cette accélération, effectivement, est une chose qui échappe qui de plus en plus à notre pensée, à notre conscience. Et c'est pour ça qu'il y a les promoteurs, avec M. Bertini, de la slow life. Il avait commencé par la slow food, ce qui était une réaction contre la fast food, façon accélérée de manger, et il a compris que dans le fond, il fallait ralentir les rythmes de vie, il ne fallait plus obéir à cette accélération, et que chacun devait essayer un peu de se soustraire à cette accélération, à cette chronologie envahissante d'un temps artificiel, puisque c'est le temps chronométrique. Mais il nous est possible parfois, très rarement, de faire ces choses, ce que nous faisons d'ailleurs pendant les vacances. Il est certain que notre civilisation, que notre société, que la course de la planète, avec toujours ces innovations nouvelles, certaines du reste qui ont des perspectives extraordinaires, pour le bien, comme peut-être parfois comme cette histoire d'Internet, qui est une chose fabuleuse, qui nous dépasse, qui doit nous amener à repenser tellement de choses, nous sommes toujours un petit peu en retard. Donc vous avez raison, voici les très grandes difficultés qui sortent à nous et qui nécessitent à la fois une réforme de pensée, un temps de réflexion. Mais aujourd'hui, la réflexion, elle est bannie dans l'enseignement de plus en plus, au détriment du calcul, de tout ce qui calcule. Alors donc aussi, nous avons à réagir et à faire une nouvelle prise de conscience. Monsieur Morin, bonjour. Dans votre livre « La Voix », je vous ai trouvé très pessimiste, puisque vous dites, dans votre livre « La Voix », vous dites en substance, peut-être que mon livre sera totalement inutile pour le temps présent et servira à ceux qui viendront derrière pour reconstruire.
Est-ce que vous êtes définitivement aussi pessimiste et courons-nous, à votre avis, à la catastrophe? Vous savez, dans mon livre de La Voix, je ne suis pas pessimiste, je suis pessimiste, ou plutôt, je suis très incertain. C'est-à-dire, ma façon de penser part de ce qu'on peut appeler le probable. Qu'est-ce que c'est que le probable? C'est ce qui, pour un observateur donné, un lieu donné, en un temps donné, avec les meilleures informations qu'il peut avoir, peut déduire, ou du moins induire, du cours des choses qui traversent le présent et qui va vers le futur. Alors, si je pense au probable, je pense qu'effectivement, nous ne pourrons pas échapper à la catastrophe. Mais, souvent, dans l'histoire, l'improbable est arrivé, pas seulement pour le pire, mais souvent pour le mieux. J'ai dit dans mon livre lui-même, je ne reviens pas là-dessus, que la naissance de la démocratie athénienne n'était pas du tout probable, puisqu'il était probable qu'Athènes soit détruite avant ça par les deux guerres médiévales, que la victoire des Alliés n'était absolument pas probable avant janvier 1941 et encore. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses qui m'incitent, et puis dans le fond, tous les grands messages religieux, qu'ils soient celui du bouddhisme, du christianisme, de l'islam, sont partis de déviants et dont le message est devenu une force historique. C'était comme pour le socialisme. Donc, il y a des forces en travail, et moi je cite souvent ce vers de Hölderlin dans Patmos, qui dit que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Autrement dit, c'est ambivalent. Plus nous allons vers le danger, plus les consciences se feront jour, plus un sursaut pourra s'opérer, plus nous avons des chances de nous en sortir, tout en ayant de plus en plus de chances, évidemment, de succomber. Alors, donc, si vous voulez, je refuse le pessimisme, je ne suis pas tellement volontariste, mais à mon avis, je trouve que nous vivons des défis qui sont toniques et qui nous obligent à rester éveillés. Voilà. Un des principaux défis pour le progrès n'est-il pas l'instinct de domination de l'être humain, le pouvoir et son corollaire, qui est la finance et l'argent? La lutte la plus compliquée qui m'apparaît à mener est celle contre les puissances des finances et de l'argent. Qu'en pensez-vous? Incontestablement, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, de grandes menaces sur le monde, dans cette période où tout est incontrôlé, c'est d'un côté la puissance de la spéculation financière qui fait trembler les États, qui détruit la volonté des programmes de réaliser son programme. Celui qui a dit « mon ennemi, c'est le capitalisme financier », c'est ça, et d'un autre côté, les fanatismes multiples, bien entendu. Je veux dire que la finance n'est pas le seul ennemi de l'humanité, il y a aussi tous les fanatismes. Mais il est certain que les réactions, aussi les consciences commencent à venir et sont extrêmement timides. Il y a des tentatives que certains paradis fiscaux cessent d'être des paradis fiscaux, alors qu'il aurait fallu qu'il n'y ait plus de paradis fiscal. Cette tendance à spéculer sans arrêt grâce aux moyens électroniques, grâce au téléphone portable, etc. Cette façon ou même ce sont les ordinateurs qui sont les instruments au service de cette avidité de profit, c'est sûr. Alors il y a non seulement une nécessité de muscler cette finance internationale, mais il y a aussi une nécessité de faire régresser dans notre société la puissance et le règne de l'argent. Et là aussi, c'est un travail long, difficile et multiple, car il nécessite aussi bien un puissant effort politique pour
pour favoriser, par exemple, l'économie sociale et solidaire, l'économie, disons, de l'agriculture fermière ou biologique, pour favoriser et pour faire régresser, c'est encore la zone du profit dans tous les domaines. Là aussi, il y a un effort d'éducation, il y a un effort politique, il y a un effort social. Donc, si vous voulez, nous ne sommes même pas au début, mais nous devons comprendre que si toutes ces réformes n'ont pas lieu, que s'il n'y a pas cette transformation qui commence, nous allons effectivement vers la catastrophe. Vous avez conclu votre propos tout à l'heure sur l'espérance, espérance qui viendrait du choix que nous pourrions faire, des progrès, du type de progrès que nous souhaitons. Pouvez-vous revenir sur cette espérance et sur les forces et les acteurs que vous y voyez entre le peuple qui s'abstient massivement d'aller voter, comme nous venons de le voir, ou les citoyens numériques qui pétitionnent et qui commentent largement en ligne, entre les printemps arabes, quels acteurs voyez-vous? Vous savez, il y eut un temps où certains croyaient qu'il y avait une place sociale privilégiée, le prolétariat, qui ayant l'expérience de l'exploitation et de la souffrance était capable de mettre fin à cette exploitation. Il y a eu d'autres qui ont pu penser que c'était les philosophes, les sages, qui allaient pouvoir créer une société plus juste et plus humaine. Mais vous savez, il ne suffit pas d'être professeur de philosophie pour être un sage. Et si certains philosophes, auxquels je pense, avaient pris le pouvoir, ça aurait été absolument désastreux. Je crois que nous revenons, sans être nécessairement des croyants, et je ne suis pas un croyant religieux, à cette formule évangélique parlant des hommes et des femmes de bonne volonté. Vous savez, il existe partout des gens qui sont qui ressentent en eux plus le sens du nous, de ce qui est commun, de ce qui ont envie de travailler, d'animer, de militer pour ce nous, alors que d'autres ont moins ce sens du nous, plus le sens du moi-je, parce que chacun est toujours soumis à ces deux logiciels, si vous voulez, contraires, celui du moi-je et celui du nous. Et ils existent dans toutes les couches de la société. Ils existent à tous les âges. Ils existent chez les femmes, chez les hommes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la chose la première, c'est les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, de bonne volonté, et qui, eux, ont besoin aussi de plus de connaissances et de croissance. Parce que vous savez, par la bonne volonté, par la soif de la liberté, on détruit des dictatures, mais après que ces dictatures soient détruites, vous l'avez vu dans les pays arabes, il y a des forces régressives qui se mettent en place et parfois annihilent le progrès obtenu par une couche juvénile ayant le sens de la liberté. Donc, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est, je crois que les acteurs du renouveau doivent être celui qui veut à la fois repenser, penser, repenser, semer, c'est-à-dire semer les idées qui peuvent être fécondes pour changer de voie, et bien entendu capable de s'aimer, c'est-à-dire capable d'avoir un sentiment d'amour, et je dirais pas seulement d'amour, parce que l'amour pour l'humanité peut être une formule globale, creuse. Non, un sentiment profond que, à mon avis, on pourrait ressentir aujourd'hui, c'est-à-dire d'appartenance à l'espèce humaine. Or, nous sommes à l'époque de mondialisation où tous les êtres humains vivent une même communauté de destin, c'est-à-dire les mêmes périls, les mêmes dangers, les mêmes problèmes vitaux, ce qui devrait rendre aujourd'hui conscience humaine. Aujourd'hui, l'humanisme ne peut être qu'un humanisme planétaire.
cette conscience, moi ce que j'ai appelé la terre-patrie, mes livres qui s'appellent terre-patrie. Mais j'ajoute qu'il ne suffit pas seulement de faire d'être conscient qu'on fait partie de l'espèce humaine. Je pense qu'il faut ressentir profondément en soi que l'on fait partie de l'aventure humaine, une aventure incroyable qui commence avec le dressement dans la bipédie il y a 6 ou 7 millions d'années, comme l'a montré Michel Brunet en découvrant Toumaï dans le Chêne, une aventure qui se continue dans la préhistoire avec plusieurs proliférations d'espèces et finalement notre espèce dite Homo sapiens, et ce passage des petites sociétés de chasseurs-ramasseurs à des sociétés énormes, des civilisations historiques qui s'effondrent, qui renaissent, et aujourd'hui cette aventure qu'est la mondialisation qui nous conduit, on sait où, sentir qu'on fait partie de cette aventure humaine, tout ceci c'est indispensable à mon avis, avec la bonne volonté, pour qu'il y ait des acteurs de ce changement.